Dans la vie, il y a une loi qu'on appelle tantôt le karma, tantôt la loi d'action-réaction. Mes ancêtres Bassa Bantou appellent cette loi Tembre Nigné, c'est-à-dire rentre chez l'envoyeur. Nous assistons ces dernières semaines à l'application de cette loi au régime du président Abdelmajid Tebboune à la tête de l'Algérie. Comme vous le savez, les gouvernements du Mali et du Niger se sont fréquemment plaints de la duplicité de leurs voisins algériens ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Pourquoi? Parce que le voisin algérien, j'entends par là le régime, qu'il ne faut pas confondre avec le peuple frère d'Algérie, le régime algérien du président Abdelmajid Tebboune s'est montré dans un jeu désagréable, condamnable, un jeu infect ces derniers temps. Un jeu qui était longtemps caché et qui a éclaté au grand jour. C'est que, aux grandes dames de l'opinion internationale, qui auraient pu, au nom du passé révolutionnaire de l'Algérie, considérer que le régime du Front de Libération Nationale de l'Algérie, le FLN, était un régime panafricaniste, un régime révolutionnaire, aux grandes dames de ceux qui continuaient à classer ce régime, nous nous sommes rendus compte que ce régime était la base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. À l'occasion du dévoilement de la présence du chef d'Al-Qaïda au Maghreb et au Sahel, Iyad Aghali, à l'occasion de la collusion entre celui-ci et l'imam de Badalabougou, Mahmoudou Diko, à l'occasion des manœuvres militaires de repli de plusieurs groupes terroristes en territoire algérien, où ils ont été plutôt bien accueillis. Les autorités maliennes, n'en pouvant plus, se sont exprimées clairement et ont protesté contre cette duplicité d'Alger. Les expulsions récentes de migrants d'origine subsaharienne par le pouvoir algérien, expulsions sur la base du critère de la discrimination à la couleur de peau, sont venus compléter le tableau d'un régime algérien qui ne pouvait plus se cacher derrière l'auréole de gloire du Front de Libération Nationale d'Algérie. Lequel Front de Libération Nationale d'Algérie a bénéficié du soutien des mouvements de libération d'Afrique noire. Pour rappel, le territoire malien a servi de zone de repli à de nombreuses brigades de l'armée de libération nationale d'Algérie pendant la guerre contre le colon français. Alors, tout cela a éclaté au grand jour. Certains de nos frères et sœurs algériens, en difficulté avec la vérité, qui ont voulu en profiter pour se réfugier une fois de plus dans les réactions émotionnelles, menacer tous ceux qui dénonçaient, eh bien, ils ne peuvent plus aujourd'hui nier que les dirigeants des organisations terroristes sont protégés, sont logés, sont nourris, sont soignés, au vu et au su du monde entier par le régime du président Abdelmajid Tebboune. Or, merci à toi, cher Issarmand, 971. Or, c'est dans cette période particulière de dénonciation de la duplicité algérienne qu'éclate un phénomène incroyable, c'est la déclaration d'un certain mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dirigé par Ferhat Meheni, une déclaration depuis New York, le siège de l'Organisation des Nations Unies, déclaration d'autonomie. Alors que le régime algérien a affiché au grand jour son soutien aux soi-disant responsables du mouvement national de la libération de l'Azawad, mouvement sécessionniste, terroriste, qui a ensanglanté le nord du Mali depuis plus de 10 ans, voici que l'Algérie est confrontée à une déclaration d'indépendance d'un certain mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Autrement dit, ce que l'Algérie fait au Mali, voilà qu'un certain mouvement d'autodétermination de la Kabylie, qui n'a pas le soutien du Mali, qui n'a pas de base arrière au Mali,
Voilà ce qu'il peut faire maintenant à partir des États-Unis. Mais les choses se sont compliquées. Les choses se sont compliquées quand on s'est rendu compte que ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie bénéficie du soutien et de la reconnaissance à peine voilée des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, dont les diplomates ont accordé des audiences publiques à Ferhat Meheni et à sa délégation à New York. Ces révélations qui ont été faites dans un article du journaliste Roger Kaplan dans le Wall Street Journal du 22 avril 2024 jettent un froid dans le dos et montrent que l'Algérie est en fait menacée d'implosion. Il y a une émission d'une trentaine de minutes qui a été animée sur ce sujet, dans lequel deux chercheurs et journalistes français, dont notamment Bernard Lugan, s'expriment et ils s'y adonnent à cœur joie au plaisir de s'attaquer à la souveraineté, au plaisir de contester l'unité algérienne. Je voudrais qu'on écoute Bernard Lugan et un autre chercheur français interviewé dans cette émission que je vous fais écouter maintenant. Je donnerai après mon commentaire de ce qu'on apprend dans l'émission où l'historien franco-marocain Bernard Lugan intervient pour dire que, de son point de vue, et selon les connaissances qu'il a de l'histoire de l'Algérie, l'Algérie n'existait pas avant 1962. Ce qu'on appelle l'Algérie est un État créé par le fait colonial. Et Lugan va dire carrément que, de son point de vue, le Maroc existait avant le colonialisme français, mais que l'Algérie est un fait brut, c'est un montage, c'est un bricolage. Qu'en Algérie, il y a deux grandes entités qui n'ont jamais été véritablement réconciliées dans le même État. D'une part, l'aile berbériste et de l'autre part, l'aile arabiste. Écoutons Bernard Lugan. Je tiens à dire que je ne partage pas entièrement son opinion. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que certaines des analyses de cet historien ethno-différentialiste sont des analyses qui ont tendance à favoriser le racisme. Voilà pourquoi je ne partage pas son opinion, mais je tiens quand même à montrer la délectation qui s'est emparée de certains chercheurs français à l'annonce de la proclamation d'indépendance du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Laquelle déclaration d'indépendance bénéficie de la bienveillance américaine. Elle s'est faite sur le sol américain. Donc de la bienveillance de l'OTAN. Laquelle déclaration d'indépendance et de sécession bénéficie de la bienveillance des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, grands alliés de l'OTAN. Donc écoutons un peu cette émission. Cette émission va nous permettre d'apprécier le degré de la menace pour l'Algérie. Et après l'extrait de cette émission, je viendrai donner mon commentaire sur ce que cela m'inspire. Bon, alors j'ai publié cette émission qui se trouve sur YouTube. J'ai publié la totalité de cette émission sur ma page Facebook. Et je vais juste vous faire écouter un extrait des considérations de Bernard Lugan. L'émission est intitulée « L'Algérie au bord de l'éclatement ». L'Algérie au bord de l'éclatement, elle est sur YouTube. Déclaration d'indépendance de la Kabylie, les Berbères se révoltent. Bernard Lugan va s'exprimer. Écoutons son analyse. Il y a du vrai et il y a de l'inacceptable dans ce qu'il dit. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis donc très heureuse de recevoir à la volée Bernard Lugan. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, historien africaniste. Vous avez enseigné à l'université Lyon 3, l'école de guerre, à Saint-Cyr-Côte-Quidan. Vous tenez cette revue, l'Afrique réelle. Et justement, on essaye de parler du réel. Et vous avez un blog qui porte le même nom. Vous proposez donc aujourd'hui cette histoire des Berbères à retrouver aux éditions du Rocher. Pour en parler, nous accueillons également Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence.
chroniqueur Tocsin et ancien grand reporter au Figaro Magazine. Je suis très heureuse, vous connaissez bien aussi l'Afrique, que vous nous rejoigniez pour cette interview. Alors, Bernard Lugan, à travers cette histoire des Berbères, je comprends que c'est un peuple, les Berbères, qui finalement aujourd'hui souffle d'invisibilisation. Vous parlez même de négationnisme arabo-musulman par rapport au peuple berbère et une invisibilisation, un négationnisme, si on reprend ce terme-là, fort, on va revenir dessus, qui est reprise finalement par la France, par l'école africaniste française. Alors, de quoi souffrent réellement les Berbères? Est-ce que vous pouvez nous La expliquer France, et l'école évidemment nous africaniste présenter française. ce peuple? Les Berbères sont les primo-occupants de toute l'Afrique du Nord, de l'ouest du delta du Nil jusqu'à l'Atlantique, Canaries comprises. Les Berbères constituent le peuple premier. Et ce peuple premier qui a eu une histoire brillante, qui a vu passer tous les envahisseurs, ce peuple premier est depuis la conquête arabo-musulmane mis sous le boisseau. Donc, voici Bernard Lugan, un historien français, qui nous dit que le peuple premier africain, c'est pas le peuple noir. Mais c'est le seul historien qui puisse se permettre de dire cela sans être contredit, en réalité, apparemment, sur une émission. L'Afrique, même le mot Ifriqiya, le mot arabe Ifriqiya signifie terre des Noirs. L'Afrique, c'est le continent noir, le premier peuple du continent africain et même du monde entier, c'est le peuple noir. Donc, il commence par un mensonge. Faire des Berbères le peuple premier de l'Algérie, c'est ignorer que l'Algérie se trouve en Afrique. Et qu'en Afrique, le peuple premier, c'est le peuple noir. Je vais l'interrompre de temps en temps comme ça pour le corriger. Mais vous voyez comment on veut détricoter l'unité de l'Algérie? C'est exactement ce que l'Algérie fait avec le Mali, fait avec le Niger, fait avec l'Afrique noire. Voilà ce que sont en train de lui faire ces africanistes de France. La suite, continuez. Et chaque fois qu'il va mentir de manière flagrante, je le stoppe. Et étant mis sous le boisseau, ayant été convertis à l'islam, les arabistes considèrent que ils ont désormais quitté leur civilisation primaire et ils se sont intégrés à la civilisation arabo-musulmane. Alors nous avons un grand non-dit parce que l'ensemble de la population d'Afrique du Nord, alors la Tunisie un peu moins, mais le Maroc et l'Algérie sont des zones de population berbère. Je vais vous citer deux phrases tout à fait intéressantes qui ont été données par notamment Charles-André Julien, qui était ce grand connaisseur de l'Afrique du Nord, qui disait « Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont peuplés de berbères que l'on qualifie audacieusement d'arabes. » Et quant à Émile Félix... Donc, vous comprenez bien, la logique de Bernard Lugan, c'est d'opposer les Berbères aux Arabes. Mais les Berbères, ce sont des peuples à peau claire, donc des peuples métissés. D'où viennent-ils? Les peuples à peau claire, là, est-ce qu'ils viennent d'Afrique subsaharienne? Les peuples à peau claire qui peuplent l'Europe du Nord, d'où viennent-ils? Ils viennent d'Europe et d'Asie. Par le Moyen-Orient. Oui ou non? Vous voyez comment ces historiens-là sont dangereux? Vous voyez comment ces historiens, ces africanistes parisiens-là, auxquels on donne exclusivement la parole, sur l'Afrique, en l'absence des historiens de l'histoire longue africaine. Vous voyez comment il ment? Et il est face à une journaliste qui lui donne toute l'attitude de raconter sa vie. Mais pourquoi les Berbères seraient-ils des peuples premiers en Afrique, dont on sait que les peuples premiers sont les Noirs? Si on veut parler de peuples premiers africains, ce sont les Noirs africains. Et même si on veut parler de peuples premiers sur tous les continents, ce sont les Noirs africains. Parce que la mutation qui produit la peau blanche a lieu très tard dans l'histoire. La dépigmentation, la perte de la mélanine est un événement tardif. Les peuples aborigènes de la Terre, c'est-à-dire jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, jusqu'en Amérique du Nord, les peuples aborigènes, c'est-à-dire les peuples qui étaient là à l'origine, ils étaient les migrants noirs d'Afrique. La perte de la mélanine qui a rendu possible la peau blanche est un événement génétique en rapport avec les mutations climatiques. C'est un événement tardif de l'histoire humaine. D'accord? Donc, voici quelqu'un qui vient et il fait son malin devant une journaliste qui ne peut pas lui faire des objections parce qu'elle n'a pas la culture nécessaire. Ou peut-être qu'elle ne veut pas utiliser la culture. Elle ne veut pas utiliser la culture nécessaire. Continuez, monsieur Lugan. Mais j'espère pour les Algériens que c'est une bonne leçon. Qu'ils voient bien ce qu'ils font avec Iyad Aghali contre le Mali.
Ce qu'ils font avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, contre le Mali, le Burkina, le Niger, contre l'Afrique noire, qu'ils voient comment à Paris, on leur joue exactement le même jeu. Allez. Gauthier, il disait, il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord, mais seulement des Berbères à différents degrés d'arabisation. Je crois que ces deux phrases résument parfaitement la problématique. Oui, alors justement, problématique qui est aujourd'hui, finalement, on a tendance à confondre berbère et arabe, alors que vous le précisez bien, ce n'est pas parce qu'ils parlent arabe, par exemple, qu'ils sont ou qu'ils se sont convertis à l'islamisme, qu'ils sont pour autant arabes eux-mêmes. Voici une journaliste qui confond islam et islamisme. Pour elle, dès que quelqu'un pratique la religion musulmane, c'est un fanatique religieux. Vous voyez déjà le niveau culturel de la journaliste? Alors, les Berbères sont opposés aux Arabes. Nous disent-ils, malgré que les Berbères parlent souvent arabe. On veut absolument créer une division entre le Berbère et l'Arabe. Parce que grâce à cette division, on peut faire exploser l'Algérie. Grâce à cette division, on peut soutenir Ferhat Meheni dans sa déclaration de l'autodétermination de la Kabylie. Vous comprenez? Et on a une journaliste inculte qui confond islam et islamisme. Et qui considère que dès que quelqu'un est musulman, c'est un islamiste. Et c'est cette journaliste qui interroge un historien, professeur d'université. Vous voyez le déséquilibre qu'il y a sur le plateau? Quand l'ignorance interroge la pseudo-science, ça donne quoi? La mystification. Mais c'est bien fait pour Abdelmajid Tebboune, qu'il médite et qu'il voit. Oui, alors donc, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des Berbères pensent qu'ils sont arabes. Et alors que nous sommes en présence en fait de deux éléments. Il y a l'élément linguistique. Je stoppe là. Vous entendez ce qu'il dit, Bernard Lugan? L'essentiel des Berbères pensent qu'ils sont arabes. C'est-à-dire que Bernard Lugan veut amener les Berbères à renier leur identité arabe. Il a besoin de ça. Il doit faire croire aux Berbères qui se savent arabes, qui se savent d'origine arabe, ou en tout cas métis d'arabe. Il veut absolument leur faire croire qu'ils n'ont rien à voir avec l'Arabie. Parce que c'est la condition de la division. C'est la condition de la partition de l'Algérie. Faire croire aux Berbères qu'ils n'ont pas de sang arabe. Leur faire croire qu'ils parlent seulement l'arabe, mais qu'ils ne sont pas des Arabes. Mais d'où viennent-ils? D'où viennent ces individus à la peau métissée et claire? S'ils ne viennent pas du sous-continent arabe ou du sous-continent européen, de la Méditerranée, ils viennent d'où? Ils ne viennent surtout pas d'Afrique, au sud du Sahara. Il faut bien qu'ils viennent quelque part. Les hommes ne sont pas sortis des grottes. Hein. Les hommes sortent des lignages. Bon, on continue. Bernard qui est la langue berbère, le tamazir, qui est parlée aujourd'hui à peu près par 35 à 40% de la population au Maroc, par environ 25 à 30% de la population en Algérie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 40% ou 30% de berbères au sens ethnique du terme. La plupart des habitants de l'Afrique du Nord, ce sont des berbères qui s'ignorent. Ceux qui ne parlent pas le tamashir sont des berbères qui s'ignorent. Et les études génétiques l'ont bien montré. Les études génétiques ont montré que l'apport physique humain arabe est très peu important, sauf en Tunisie et en Libye. Et cet apport humain est peu important. Donc, Bernard Lugan revendique une différence génétique entre le berbère et l'arabe. Ça va être sérieux. Hein? Est-ce que les Algériens comprennent ce qui est en train de leur arriver là? Différence génétique entre le berbère et l'arabe. Il y aurait eu des études. Et on peut reconnaître à ta goutte de sang que toi, tu es plutôt berbère. Et à la goutte de sang d'un autre Algérien, que lui, il est plutôt arabe. Vous voyez ce que dit un historien devant une journaliste qui ne lui fait rien? Devant une journaliste qui ne lui dit rien? Non, le monde est méchant. Pourtant, nous sommes dans une masse de population qui est berbère. Mais le problème est que lorsque l'islamisation s'est faite, les berbères qui ont été islamisés sont rentrés dans les généalogies des Arabes qui les avaient islamisés, dans les Habila des Arabes qui les avaient islamisés. Ce qui fait que ils ont, en toute bonne foi, l'impression d'être d'origine arabe. On dit, oui, mon ancêtre était un tel, un tel, un tel. Alors, quand vous remontez dans les traditions, et oui, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là
que tes ancêtres se sont convertis à l'islam et sont rentrés dans les généalogies arabes. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire partie de ce monde musulman, il faut pouvoir se rattacher à la lignée arabe ou aux lignées du prophète. Donc c'est toute l'histoire. Donc Bernard Lugan nous dit que les Berbères ont accepté de se concevoir comme arabes parce que c'était la condition pour être reconnus comme des descendants de la même ethnie que le prophète de l'islam. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Donc que les Berbères se sont mentis. Et que beaucoup de Berbères croient encore en ce mensonge, mais que lui, Lugan, grâce à ses connaissances génétiques, il va les libérer de ce mensonge. Ils ne sont pas arabes. Et par conséquent, toute la démarche de Lugan consiste à légitimer le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Quand vous écouterez toutes les missions, parce que je ne vais pas vous les faire écouter plus longtemps, tellement c'est scandaleux ce qu'il essaye de faire. Quand vous écouterez toutes les missions, vous vous rendrez compte que il prétend que l'unité marocaine, elle s'est mieux faite parce que le peuple berbère et le peuple arabe se sont reconnus dans la monarchie depuis très longtemps, alors que l'unité algérienne n'existe pas, elle est entièrement artificielle, elle date des années 62, et les peuples arabes et berbères d'Algérie ne se reconnaissent pas dans le même état. C'est ça sa démonstration. Mais c'est une démonstration scandaleuse. Car en fait, ici, l'historien se met au service de la sécession. Il y a là une négation du fait de l'état de droit, de l'état de la République algérienne. Il y a une négation du fait de l'unité algérienne, qui est un fait politique et qui est au fondement du fonctionnement des Nations Unies. Le fondement des Nations Unies, c'est la reconnaissance de la souveraineté nationale à une seule entité étatique par territoire. Or, Lugan est dans une démarche dans laquelle il essaye de légitimer la démarche de Ferhat Meheni comme étant le chef d'un État qui mériterait d'être considéré au même titre que le président Abdelmajid Tebboune de l'Algérie. Et il y a quelqu'un qui a bien perçu la gravité de tout ceci. C'est notre frère, l'analyste politique, le géopoliticien algérien Abdou Semar. Abdou Semar a une chaîne YouTube et il fait un excellent travail, je voudrais le féliciter. Je voudrais lui donner la parole pour que vous entendiez ce que lui, il a compris de la démarche de Ferhat Meheni. Et je voudrais saluer Abdou Semar, parce que c'est un homme courageux, qui a dit aux autorités algériennes que le jeu de duplicité qu'elles étaient en train de jouer contre le Sahel, en étant des parraines des organisations terroristes, ce jeu-là allait se retourner contre elles. Je veux saluer Abdou Semar, l'analyste géopolitique algérien, qui a une chaîne YouTube que je vous invite également à écouter. Abdou Semar. Je lui donne la parole maintenant. Parce que lui, il a compris, il a vraiment bien compris ce qui se passe dans cette affaire. Il a bien compris les enjeux de la déstabilisation dont l'Algérie est victime. Et il souligne que les dirigeants algériens sont complètement KO. Ils sont pris au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à ce que le feu de la division qu'ils croyaient avoir éteint en écrasant le Front islamique du salut, l'un des démembrements d'Al-Qaïda, organisation terroriste créée par les renseignements généraux otaniens dans les années 80. Les dirigeants algériens croyaient avoir éteint à tout jamais la division à l'intérieur de l'Algérie et se sont mis à jouer aux diviseurs des pays subsahariens qu'ils ne veulent pas voir émerger comme puissance. Donc ils n'ont pas vu venir la division. Ils n'ont pas vu venir l'instrumentalisation de la différence kabyle. Et voici ce que nous dit justement, voici ce que nous dit Abdou Semar sur sa chaîne. Je lui donne la parole. Je lui donne la parole. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous de la polémique qui a éclaté, pas de la polémique, des révélations qui ont été faites. Parce que là, moi, j'aime pas le terme polémique, on n'est pas là pour polémiquer. En tout cas, nous, on n'a pas participé à une quelconque polémique. Le 17 avril dernier, nous avons fait des révélations concernant, nous avons confirmé les révélations qui ont été faites par d'autres médias spécialisés sur la rencontre entre Ferhat Meheni et ses collaborateurs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à New York,
dans le siège, dans une partie du siège des Nations Unies à New York, avec des diplomates de certains pays du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Cette émission, d'ailleurs, on avait beaucoup cartonné, beaucoup d'entre vous ont été intrigués, choqués, bouleversés, certains en colère. Ensuite, il y a eu des commentaires assez virulents, il y a eu des débats, il y a eu des polémiques ensuite dans les commentaires entre les partisans du MAC, les détracteurs du MAC. Et voilà, ça c'est la vie des réseaux sociaux. C'est la culture, c'est l'esprit des réseaux sociaux, le problème n'est pas là. Ensuite, le lendemain, le 19 avril 2024, nous avons fait une autre émission pour s'interroger sur l'attitude du régime algérien. Très bien. Qui, la veille, le jour même de ces révélations, a organisé un haut conseil de sécurité, présidé par Ali Majid Tebboune, en regroupant tous les responsables les plus importants des institutions et des services de sécurité de l'État algérien, soit le ministère de la Défense nationale, l'Armée nationale et populaire, les services secrets et les autres corps constitués de l'État. Mais jamais de réaction. L'Algérie n'a jamais convoqué l'ambassadeur émirati, n'a pas fait de commentaires, n'a pas dénoncé, n'a pas condamné, n'a pas envoyé, n'a pas protesté auprès des Émirats Arabes Unis, ni auprès des autres pays du Golfe, dont les diplomates, qui sont des diplomates, c'est pas des simples citoyens. C'est-à-dire, ce sont des membres de la mission diplomatique permanente représentant ces pays auprès des Nations Unies à New York. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle confirmation des liens que tissent les Émirats Arabes Unis, notamment avec le MAC, avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et cette confirmation ne provient pas de n'importe quoi. Oui. Ce n'est pas n'importe quel organe qui a publié ces informations. Elle nous provient directement du Wall Street Journal. Je dis bien le Wall Street Journal. Il a publié une tribune écrite par un écrivain et journaliste américain qui s'appelle Roger Kaplan. La tribune, elle date du 22 avril 2024. L'écrivain et journaliste américain Roger Kaplan analyse un petit peu dans cette tribune de 4 pages dans l'édition du Wall Street Journal. Je peux vous la montrer, Yajma'a. De toute façon, on va vous mettre à la une de la vidéo l'image de cet article ou là de cette tribune. Roger Kaplan analyse il analyse profondément, je dirais. Hayek, Wall Street Journal. Hayek, elle est là. Les bouleversements géopolitiques de la région de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et elle a été publiée, cette tribune, dans l'édition papier du Wall Street Journal aussi. C'est quand même parmi les plus importants médias américains, le Wall Street Journal, et parmi les plus prestigieux médias américains, et parmi les quotidiens, les journaux les plus influents des États-Unis d'Amérique. C'est une tribune, c'est-à-dire c'est une opinion. Ce n'est pas un article d'information. Ceci dit, Roger Kaplan n'est pas n'importe qui. C'est un écrivain et un journaliste américain qui a déjà écrit sur la Kabylie, sur le mouvement séparatiste, le MAC, lorsque le MAC avait réclamé uniquement l'autonomie. Il connaissait déjà, entre guillemets, la Kabylie, la question kabyle, entre guillemets, la question kabyle. Il avait noué des relations avec les partisans et les militants du MAC. Je ne sais pas s'il a des sympathies pour le MAC. En tout cas, dans ses écrits, il y a une certaine complaisance, et il y a une certaine affection exprimée, et un certain soutien exprimé pour le combat, pour la culture et l'identité amazigh. Concernant le MAC en tant qu'entité séparatiste qui demande la création d'un État kabyle en Algérie, Roger Kaplan, il parle dans cette tribune-là, c'est une idée qui peut être séduisante pour l'Occident. Il le dit parce que il a parlé, apparemment, il a assisté au rassemblement qui a eu lieu le 20 avril 2024 dernier, le 20 avril dernier, à un rassemblement de 500 personnes environ à New York, au cours duquel vous savez que Farhad Manni a profité de son déplacement à New York parce qu'il a participé à une conférence, et il a participé à un événement officiel, c'est la conférence sur les peuples autochtones de l'ONU, qui a été organisée le 16 avril 2024.
s'est exprimé, c'était la 23e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions des peuples autochtones. C'est un organe des Nations Unies qui parle des questions des minorités ethniques et des peuples, certains peuples. Les peuples autochtones sont les peuples qui habitaient, les peuples originaux, authentiques, qui ont les premiers habitants de certains pays à travers le monde, qui ont été ensuite occupés, qui ont connu des brassages ethniques, plusieurs formes de colonisation. Et ces peuples autochtones se sont ensuite dilués dans ce brassage culturel, ethnique et politique, et ils sont devenus des minorités, ou certaines minorités qui sont sur la voie de la disparition, ou des minorités agissantes qui comptent, qui arrivent à s'exprimer mais qui sont importantes, ou de simples minorités quelquefois réprimées et persécutées par ces États-là. On les appelle les États-nations. Donc Roger Kaplan a parlé dans cette tribune-là, de comment Farhat Mahani, qu'est-ce qu'il a fait à New York, parce que comme le 20 avril dernier, Farhat Mahani a proclamé l'indépendance de l'État kabyle, il a fait tout un événement, il a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, il a défié le régime algérien, où il a voulu prendre à témoin la communauté internationale, et la Kabylie maintenant elle réclame son indépendance et qu'elle a déclaré son indépendance. Bon, passant, ça c'est pas très important. Ce n'est pas le folklore séparatiste du MAC qui est important. Ce qui compte, c'est que dans cette tribune de Roger Kaplan affirme et confirme que lors de sa prestation de son discours, Farhat Mahani, devant l'ONU, il a obtenu le soutien des diplomates émiratis. Il a obtenu le soutien des diplomates émiratis. Il a obtenu aussi le soutien des diplomates marocains et des diplomates espagnols. Ah. Voilà ce qu'il a dit l'écrivain et journaliste américain. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Wall Street Journal. Ah. On a la tribune directement à la une de la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est Roger Kaplan. Qui était présent. Apparemment, il était présent parce qu'il a décrit le rassemblement qui a eu lieu à New York, la proclamation de l'indépendance de Farhat Mahani. Donc, certainement, il était présent aussi durant son discours, où là, il a parlé des interlocuteurs, où là, des témoins oculaires des activités menées par Farhat Mahani du 16 au 20 avril à New York. Il parle de soutien émirati, marocain et espagnol. C'est la deuxième fois que nous avons une confirmation, parce qu'il y a eu des révélations médiatiques qui ont été faites d'abord par Maghreb Intelligence. Nous avons mené notre enquête, on a pu confirmer effectivement que Farhat Mahani a rencontré des Émiratis et des Saoudiens et un autre pays du Golfe qui est le Qatar. On n'a pas pu le confirmer à 100%, mais on a confirmé à 100% que les Saoudiens et les Émiratis, des officiels de la mission diplomatique saoudienne et émiratienne ont rencontré, ont échangé et ont pris des photos avec Farhat Mahani. C'est pour les Émiratis et les Saoudiens. Et là, nous avons une deuxième confirmation de la part d'un écrivain américain qui le publie, d'un journaliste et écrivain américain qui publie ces affirmations-là et ces propos-là dans une tribune publiée par le Wall Street Journal du le 22 février dernier, bien après les révélations qui ont été faites le 17 avril, donc il confirme que les Émiratis soutiennent Farhat Mahani. Bon, que les Marocains s'intéressent au MAC, c'est pas nouveau. Il y a eu des diplomates marocains à New York, Omar Hilal Hadek, le représentant de la mission diplomatique marocaine, le représentant du Maroc auprès du Conseil de sécurité à l'ONU, il cite souvent le MAC pour provoquer la partie algérienne qui cite le Polisario. L'Espagne, ça m'étonne. Que les Espagnols rencontrent Farhat Mahani, s'intéressent à Farhat Mahani, ça, c'est aussi un fait nouveau. Très bien. Et après, l'Espagne elle est en crise ouverte avec l'Algérie, les relations sont extrêmement froides. Est-ce que ce sont des officiels espagnols ou pas? En tout cas, lui, Roger Kaplan, parle de diplomates espagnols. Mais que les Émiratis, deuxième confirmation, de la part d'un journaliste écrivain américain, là, il n'y a plus de doute. Il y a réellement un intérêt, une manifestation d'intérêt et une curiosité de la part des Émiratis pour le mouvement séparatiste algérien, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À ce moment-là, on est dans notre droit de se poser la question suivante: pourquoi l'État algérien ne réagit toujours pas? Des médias. Alors, je m'arrête là. Je voulais simplement, à travers cet extrait de notre frère, le géopoliticien algérien Abdou Semar, je voulais vous faire prendre conscience du fait que le scandale est
aussi perçu dans l'opinion algérienne. Abdou Semar est un analyste qui, dans plusieurs conférences avant, avait dénoncé la complaisance des autorités algériennes envers les terroristes qui ensanglantent le Sahel. Et l'un des arguments auxquels j'ai été très sensible et qui fait que j'ai en amitié et en fraternité ce géopoliticien algérien, c'est qu'il a expliqué aux autorités algériennes que ce qu'elles sont en train de faire aux États sahéliens, en favorisant Al-Qaïda et l'État islamique contre les États sahéliens, cela sera fait contre elles-mêmes, par les mêmes parrains d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et que, quand cela arrivera, les autorités algériennes ne pourront pas bénéficier de la traditionnelle solidarité de l'Afrique subsaharienne. Abdou Semar fait partie des analyses géopolitiques qui avaient vu venir le retour du boomerang. Ceci me permet maintenant de faire mes observations finales sur cette affaire. Voyez-vous, c'est exactement ce que l'Algérie fait contre le Sahel. Que maintenant, eh bien, l'OTAN et ses alliés sont en train de faire contre l'Algérie. L'Algérie, en acceptant d'héberger les terroristes qui ensanglantent le Sahel, croyait augmenter sa puissance. Mais elle a commis exactement l'erreur que le président Ibrahim Traoré recommandait à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara de ne pas commettre. Ibrahim Traoré disait, il fut un temps où au Burkina Faso, on hébergeait les dirigeants des organisations terroristes, ce qui permettait au Burkina Faso de ne pas être attaqué par les organisations terroristes. Le Burkina s'en mord les doigts. Aujourd'hui, il est en proie à la barbarie de ces organisations. Ce conseil s'applique à l'Algérie. L'Algérie qui a accepté de servir de base arrière à ceux qui attaquent le Mali, à ceux qui attaquent le Burkina, à ceux qui attaquent le Niger. L'Algérie a oublié que ceux qui lui ont demandé de participer à cette curée déstabilisatrice contre le Sahel ne voient pas non plus d'un bon œil une grande puissance algérienne. Ce sont les mêmes qui ont détruit la Libye par le même mécanisme, en flattant d'abord Kadhafi à travers Nicolas Sarkozy, sont les mêmes qui veulent détruire l'Algérie. Ce sont les mêmes qui ont utilisé l'Algérie pour fragiliser le Mali, fragiliser le Burkina, fragiliser le Niger, fragiliser l'Afrique subsaharienne. C'est exactement la même engeance, dans sa manière inimitable de s'asseoir, qui applique le principe du diviser pour mieux régner partout où elle passe. Alors, il est peut-être temps que les autorités algériennes se ressaisissent et arrêtent d'héberger sur leur sol les leaders et les factions des organisations terroristes. Il est temps pour elles. Il vaut mieux qu'elles agissent en amont, afin de s'assurer qu'elles pourront compter sur les peuples en lutte contre le terrorisme. Lorsque les plans qui sont mis en œuvre contre elles, contre l'Algérie, vont passer à la vitesse supérieure. Il n'est jamais trop tard. Ici-bas, il n'est jamais trop tard. C'est ce message que je voulais délivrer à l'adresse des autorités et de l'opinion de notre peuple, frères et amis d'Algérie. Voyez-vous ce qu'on est en train de vous faire avec le mouvement d'autodétermination de la Kabylie? C'est ce que vous faites contre l'Afrique subsaharienne. Arrêtez de le faire. Ainsi, vous serez légitime pour dénoncer les stratégies de démembrement de la puissance algérienne. L'Afrique subsaharienne, ma connaissance, n'a jamais hébergé, n'a jamais offert de base arrière, volontairement du moins, à des organisations qui s'attaquent à l'unité, qui s'attaquent à l'indépendance, qui s'attaquent à la souveraineté de l'Algérie. L'Afrique subsaharienne a bien au contraire été la sœur de l'Algérie quand l'Algérie combattait le colonialisme français. Cette monnaie de singe que le régime du président Tebboune et plusieurs régimes avant lui sont en train de rendre à l'Afrique noire, elle explique sans doute la perte de crédibilité morale de la puissance algérienne. Une perte qui risque de s'aggraver. Les questions posées par le géopoliticien Abdou Semar s'imposent désormais. Et il faut absolument et très rapidement changer de politique internationale envers le Sahel avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je voulais dire.